L'angle le plus rapide pour l'envol, un essai sur la quête à travers le désordre du monde. Imaginez un adolescent assis sur un banc de parc branlant à Santa Fe, sous un saule pleureur qui semble porter le chagrin du monde. Ses cheveux sont teints dans les toilettes d'une station-service. Sa virginité perdue dans un fenil du Texas avec une dompteuse de taureaux nommée Linda. Derrière lui s'étendent des montagnes, des empreintes de pas sur des sommets, des camps abandonnés et une maison trop grande où ses parents se demandent où leur fils est parti. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il sait seulement qu'il marche, qu'il fuit, qu'il cherche quelque chose à garder. C'est Angel. Pas son vrai nom bien sûr. Un nom donné par un prêtre excentrique nommé Amo, qu'il a acheté un verre de whisky à 10 heures du matin sous une pluie battante. Angel comme un messager, bien qu'il ne sache pas quel message il porte. Ce roman, l'angle le plus rapide pour l'envol, n'est pas simplement l'histoire d'Angel, ou de la mystérieuse vieille femme Pena qui le surveille, ou du prêtre fou Isocélès dans son monastère perdu de Basse-Californie. C'est une exploration de la quête elle-même, cette pulsion fondamentale qui nous pousse hors de nos vies ordonnées, dans le désert, dans l'inconnu, à la recherche d'une vérité qui semble toujours se dérober, comme de l'eau entre les doigts. C'est une carte tracée avec les outils les plus improbables, la Kabbale juive, la théorie des ensembles infinis du mathématicien George Cantor, les hexagrammes du I Ching et la physique des trous noirs. C'est l'idée que la trajectoire la plus directe vers la compréhension, vers la liberté, vers ce que nous pourrions appeler le vol, n'est pas une ligne droite, mais un angle aigu et inconfortable qui nous coupe de nos ancrages familiers. La quête commence souvent par un vide, un manque que la vie conventionnelle ne peut combler. Pour Angèle, c'est la maison trop grande pour ses parents, le sentiment d'être un étranger dans sa propre peau, une nostalgie pour une vie qui n'est pas la sienne. Il ne fuit pas la méchanceté, mais une absence de sens. Il cherche désespérément quelque chose à garder, une vérité, une identité, un lieu d'appartenance qui résiste à l'érosion du temps et de la désillusion. Son voyage vers l'ouest, à travers une longue poche d'aube qui ne s'éloigne jamais beaucoup d'un gris jaunâtre, est le tracé instinctif de cet angle de fuite. Il ne sait pas où il va, mais il sait qu'il doit bouger. Cette impulsion est universelle. Regardez Johnny Rush à Jérusalem, négociant des documents secrets dans l'ombre de la vieille ville, obsédé par l'énigme du Yi Jing. Regardez le padre Isocélès, enfermé dans son monastère de Baha, torturant les équations d'Einstein et les textes de la Kabbale pour trouver un point de rencontre entre la science et Dieu, cherchant désespérément à comprendre le moment où Jésus est apparu dans son laboratoire de Princeton. Regardez même Pena, la vieille femme aux yeux de cendre, dont la vie entière a été une traque silencieuse d'un livre sacré volé par le Vatican il y a des siècles. Chacun est hanté par une absence, un mystère non résolu, un fragment manquant du puzzle de l'existence. Leur quête est la tentative de combler ce vide, de trouver l'angle qui leur permettra de s'envoler au-dessus de la platitude du quotidien. Pourtant, l'univers ne livre ses secrets facilement. Il ne fonctionne pas selon la logique linéaire des manuels scolaires ou des horaires de bureau. Il fonctionne par symboles, par coïncidences chargées de sens, par des langages cryptés qui demandent une traduction constante. Prenez le Yi Jing, le livre des mutations, que Pena apporte toujours sur elle dans un petit sac de cuir, ses pièces de monnaie obsolètes grandes comme un poing. Pour Angèle, c'est d'abord une curiosité, un jeu de devinette. Pena lui explique que c'est la plus ancienne séquence abstraite humaine préservée, un système de 64 hexagrammes, 6 lignes brisées ou pleines, qui représentent des archétypes de circonstances, des confluences d'énergie capturées dans le temps. Lancer les pièces, c'est interroger la structure même de la réalité à un instant T. Ce n'est pas de la magie simpliste, c'est une cartographie des possibles, un langage pour décoder les motifs sous-jacents du chaos apparent. Lorsque Pena lance ses pièces, sur la longue table de bois de sa cuisine, scrutant la configuration qui en résulte, elle ne cherche pas une prédiction définitive, elle cherche un angle de vue, une perspective sur le fleuve tumultueux des événements. Elle cherche l'angle à partir duquel la prochaine étape devient claire. De même, la Kabbale, ce cœur mystique du judaïsme, n'est pas simplement une théologie, mais un système dynamique de pouvoir et de compréhension. Amo l'explique à Angel dans le bar enfumé, les livres saints ne parlent pas seulement de ce qu'ils peuvent enseigner, ils parlent de lignes de pouvoir. Le texte sacré, la Torah, contient, selon les croyants, le pouvoir même de Dieu, codé dans la combinaison précise des lettres, dans leur prononciation exacte, dans le rythme même de leur récitation.
Le principal souci de la Kabbale, dit Coyote Blue, un contrebandier au nom évocateur à Johnny dans un bar de Jérusalem, c'est la combinaison des lettres, des prononciations, des purifications. La seule carte est la Torah, le puzzle lui-même. Comprendre ce langage, c'est comprendre les forces qui façonnent la réalité. C'est trouver la clé pour remonter l'échelle des séphirotes. Keter, la couronne, Okma, la sagesse, Bina, la compréhension, et ainsi de suite. Ces émanations cachées de Dieu qui relient l'infini au monde manifeste. Pour Isocérès, obsédé par le mathématicien Georg Cantor et sa théorie des ensembles infinis, la Kabbale offre une autre grille de lecture, une mathématique divine où les lettres hébraïques deviennent des nombres dans le système de la gématria. La valeur numérique du tétragrammaton, YHW, le nom imprononçable de Dieu, est 186. 186 est aussi la valeur du mot « lieu », makom. Ainsi, lieu devient un autre nom pour Dieu. Après tout, il est partout, murmure Angel seul dans sa petite maison en adobe, commençant à saisir l'immensité vertigineuse de l'interconnexion. Ces systèmes, Zijing, Kabbale, théorie des ensembles, sont des tentatives désespérées de l'esprit humain pour cartographier l'incommensurable, pour trouver des angles de cohérence dans un cosmos qui semble souvent absurde. Ils sont les outils du quêteur pour déchiffrer la carte cachée. Mais la quête n'est jamais solitaire, et les cartes ne sont jamais neutres. Elles sont convoitées, cachées, volées. L'histoire que Pena raconte à Angel lors de leur voyage vers Bara est emblématique. Un village juif caché en Pologne, Drensk, où une synagogue était dissimulée dans une église, son autel pivotant révélant un sanctuaire secret. Un cordonnier y trouve refuge, portant un livre prétendant détailler un voyage du Christ au Tibet, une vérité potentiellement explosive pour l'Église. Les Vaticans le veulent. Le cordonnier refuse de le livrer. En représailles, les agents du Vatican attachent l'homme à la fontaine du village et brûlent Drensk jusqu'au sol. 300 personnes périssent. Le cordonnier rendu fou de chagrin se noie dans la fontaine. L'hiver achève les survivants. Cette histoire horrible n'est pas un cas isolé dans l'économie sombre du savoir caché. Elle illustre la violence intrinsèque du désir de possession et de contrôle de la vérité, particulièrement par des institutions comme l'Église. L'Inquisition espagnole n'a pas seulement persécuté des personnes, elle a systématiquement pillé l'art et les livres juifs, notamment des textes kabbalistiques précoces. Isabelle paya sa dîme au pape avec ce butin. Aujourd'hui, comme Amo l'explique à Angel, nombre de ces livres reposent sous clé dans les archives secrètes du Vatican. Ils n'appartiennent pas au Vatican et la plupart ne lui sont pas d'une grande utilité, mais c'est une question de souveraineté. C'est la logique impitoyable du pouvoir. Posséder la carte, c'est contrôler le territoire de la vérité, même si cette vérité reste incomprise, emprisonnée dans l'obscurité. La quête de Pena pour un livre spécifique, disparu lors de ce pillage, un livre peut-être copié à Alexandrie avant l'incendie de sa bibliothèque, est un acte de réclamation, une tentative de briser ces verrous posés sur la connaissance sacrée. Sa correspondance vaine avec le Vatican, leur déni maladroit, témoigne de l'immense difficulté à percer ce mur de silence et de souveraineté. La newsletter clandestine que Johnny imprime dans son atelier secret près de la mer Morte, des articles sur des textes cachés, comme un traité d'Isaac Luria sur Lilith et le monde des Kélipotes, les écorces ou réceptacles brisés de la lumière divine lors de la création, est une fissure dans ce mur, une tentative désespérée de faire circuler des fragments de vérité interdite. Posséder la carte, comprendre le langage, c'est s'exposer au danger. Comme le découvre Angel lorsqu'il trouve le dossier, Pena et Angel dans le bureau d'Isosceles, réalisant soudain qu'il est en pion sur un échiquier bien plus vaste et plus dangereux qu'il ne l'imaginait. La quête de vérité vous place inévitablement en conflit avec ceux qui prétendent la détenir ou la contrôler. L'angle de l'envol passe souvent par des zones d'ombre et de conflit. Le voyage physique reflète toujours le voyage intérieur. Les déserts que traversent les personnages, le plateau désolé du Nouveau-Mexique, les canyons brûlants de Baja, les rues labyrinthiques de la vieille Jérusalem sont des paysages de l'âme. Ce sont des lieux de dépouillement, où les illusions se dissipent sous un soleil implacable ou dans le froid mordant de la nuit. Lorsque Angel conduit Pena, malade et fiévreuse, vers le monastère d'Isosceles, la route elle-même devient une descente aux enfers. Elle disparaît progressivement, les murs de roche se referment, une topographie d'un temps lent et violent. Angel a l'impression de conduire vers le bas dans la terre, de s'enfoncer lentement dans l'eau, étouffé. La lumière ne vient plus que d'en haut, comme déchirée du ciel et apportée ici, une mince fente entre deux portes massives. C'est une traversée vers le cœur du mystère, mais aussi vers le cœur de sa propre peur
et de son engagement. L'arrivée au monastère, avec sa porte colossale et son marteau en forme de gargouille, elle entrait dans un autre monde, régi par des règles obscures. De même, la traversée du désert par Isosclès enfant après sa première rencontre traumatisante avec son père violent le conduit à une école religieuse stricte, puis à Princeton, puis finalement à son isolement monacal, chaque étape géographique marquant une étape dans sa quête désespérée d'un ordre mathématique ou divin qui puisse expliquer la cruauté et l'absurdité du monde. Le corps lui-même devient une carte, l'atout déchirante de Pena, qui la saisit pour la première fois lorsqu'elle entend les mots « Kabbale, voodoo juif dans un bar d'Istanbul », est une réaction physique à la vérité, une convulsion face au poids du savoir qu'elle porte et qu'elle recherche. La fièvre qui la consume dans le jeep, alors que Angel lutte pour la conduire à travers les paysages arides, est la manifestation physique de sa bataille intérieure, de l'approche de sa fin et de la transmission de son fardeau à Angel. Les cicatrices sur le corps d'Isosclès, en particulier celle en forme de faux, longue d'1 pied dans son dos, dont il n'a aucun souvenir, sont des inscriptions mystérieuses de traumatismes passés, des marques sur la carte de sa propre vie tourmentée. Le voyage n'est pas une escapade, c'est une transformation physique et spirituelle exigée par la quête elle-même. L'angle de l'envol exige que vous soyez dépouillé, rendu vulnérable, avant de pouvoir vous élever. Et pourtant, au cœur de cette quête souvent sombre, il y a une étrange beauté, une grâce qui émerge des connexions improbables et de l'acceptation de l'inconnu. Considérez les rencontres fortuites qui deviennent des pivots. Angel et Amo, dans ce bar de Santa Fe, liés par un verre de whisky et une pluie soudaine. Angel et Jack Crawford, le joueur qui lit l'avenir dans les cartes postales de station-service, partageant une Valiant bleu acier sur la route de Vegas et de Salt Lake. Johnny, Coyote Blue et Christiana, liés par du champagne Tattinger et une invitation à skier dans le Colorado, dans l'étrange intimité d'un bar de Jérusalem, pendant une panne de courant. Ces rencontres ne sont pas des accidents. Elles sont les points d'intersection sur la carte, les moments où les trajectoires individuelles se croisent et se redéfinissent mutuellement. Elles sont souvent facilitées par des objets chargés de sens. Le flacon d'argent que Pena donne à Angel, gravé « Demandé au pêcheur Red Lodge, Montana », a un indice crucial et un symbole de transmission. Les pièces de monnaie du I Ching héritées de sa mère, qui ont acheté à Pena son passage à travers le monde. Le paquet de cigarettes étrangères d'Amo, qui sent la térébenthine. Ces objets sont des talismans, des clés, des fragments de récits plus vastes qui circulent entre les mains des quêteurs. Il y a aussi une beauté dans la façon dont les personnages embrassent l'absurde et l'incertain. L'histoire qu'Amo raconte sur son père, un mystique du Pi, qui a échappé à une mission kamikaze pour s'écraser sur l'île de Géorgie du Sud, être soigné par la femme d'un chasseur de phoques, tomber amoureux, être harponné par le mari jaloux, et dont l'enfant, Amo lui-même, est né sur un chalutier près du détroit de Magellan, cette histoire est à la fois tragique et profondément absurde. Pourtant, Amo la raconte avec un sourire étrange, reconnaissant qu'elle fait partie de sa carte du monde chaotique. La capacité de Pena à rire lorsque Angel résout son énigme des choses uniques, du président Buchanan au drapeau de l'Ohio, se roulant presque par terre à l'idée d'un spécialiste des chiens à Albuquerque, montre une joie qui persiste malgré le poids de sa quête. Cette beauté, cette grâce, réside dans la reconnaissance que la quête elle-même est le but, comme Rilke, que Pena cite à Angel. Peut-être sommes-nous là pour dire maison, pont, fontaine, porte, cruche, arbre fruitier, fenêtre. Peut-être notre but est-il simplement de nommer le monde, de le cartographier avec nos propres mots, dans toute sa glorieuse et terrible complexité, sans exiger de réponse définitive. L'angle de l'envol n'est peut-être pas une destination, mais la qualité de l'attention que nous portons au voyage. Finalement, la plus grande vérité explorée dans ces pages est peut-être que la liberté, la compréhension, l'envol lui-même, ne réside pas dans l'arrivée à un point fixe, mais dans le mouvement continu, dans la volonté de suivre l'angle, aussi inconfortable soit-il. La mort de Pena est emblématique. Elle ne meurt pas, elle s'évapore. La vapeur s'élève de son corps, les pièces du I Ching qu'elle serrait se transforment en oiseaux qui emplissent le ciel un instant avant de disparaître. C'est une dissolution, un retour à l'élémentaire, un envol ultime. Elle laisse derrière elle la boîte de documents pour Angel, lui transmettant la quête. Personne ne rentre à la maison. Le concept même de maison, un lieu fixe, sûr, définitif, est une illusion dans ce monde en mouvement. La note énigmatique que Angel trouve après sa nuit d'ivresse à Red Lodge, accrochée à un hameçon sur un arbre, est un rappel que la quête continue. Angel comprend cela lorsqu'il pense à Pena après sa mort. Elle est rentrée chez elle. Son « chez elle » n'était pas un lieu sur une carte, mais l'état d'être en quête, d'être en vol.
L'obsession d'Isocélès pour les ensembles infinis de Cantor et les séphirotes de la Kabbale reflète cette idée. L'infini ne peut être contenu ou atteint. Il ne peut être qu'approché, contemplé, parcouru. Le voyage de Johnny avec le Yijing, tenter d'incarner chacun des 64 hexagrammes, nécessitant 6 skieurs pour son événement dans le Colorado, est un rituel de mouvement, une tentative de vivre toutes les permutations de l'expérience humaine, de suivre tous les angles possibles. Même le titre, l'angle le plus rapide pour l'envol, suggère une dynamique. Ce n'est pas un lieu statique, mais une orientation, une direction de mouvement. C'est l'angle qui maximise la vitesse de libération des forces de gravité, qu'il s'agisse de la gravité physique, de la pesanteur de l'histoire familiale, de la gravité écrasante de l'institution ou de la simple inertie de l'existence quotidienne. Alors où cela nous mène-t-il ? À la fin, Angel est debout sous une pluie légère à Rebridge, Montana, une note cryptique à la main, la tête douloureuse d'une gueule de boss monumentale. Toujours traqué, toujours en mouvement. Il n'a pas trouvé de réponse définitive, il n'a pas trouvé le pêcheur de manière simple, mais il a été dépouillé, transformé, connecté. Il a tenu les cartes, littéralement et métaphoriquement. Il a appris à lire certains langages du mystère. Il a vu la beauté et la cruauté du monde avec une clarté implacable. Il porte le flacon de Péna. Il transmet la quête. C'est l'essentiel. La vie n'est pas un problème à résoudre avec une solution nette, mais une carte à déchiffrer constamment, un ensemble infini de modèles à explorer. La sagesse, la liberté, l'envol résident dans le courage de tracer son propre angle à travers le chaos, de suivre la trajectoire qui résonne avec votre être le plus profond, même si elle est difficile, même si elle ne mène pas à un domicile définitif. C'est dans le mouvement perpétuel, dans l'attention portée au symbole et à la connexion, dans l'acceptation du mystère et la lutte contre l'oppression de la vérité que nous trouvons la trajectoire la plus rapide pour nous élever au-dessus de la simple survie et toucher, même brièvement, la texture de quelque chose de plus vaste. L'angle le plus rapide pour l'envol n'est pas une ligne droite vers un but lointain, mais la courbe abrupte qui vous arrache de l'inertie, qui vous propulse dans le courant de votre propre quête inachevée et essentielle. C'est la trajectoire d'Angel quittant le banc de parc, de Péna scrutant l'horizon, de Johnny comptant les séphirotes sur ses doigts, d'Isocélès fixant les équations dans la nuit, toujours en mouvement, toujours en quête, toujours